Merci à tous d'être parmi nous. C'est notre deuxième panel. On analyse le projet de loi C10. Avant de passer à l'étude article par article, j'aimerais présenter nos nouveaux invités. De la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Émilie Heinz. J'espère que je prononce bien, directrice générale. Elle est avec Catherine Edwards. De Netflix, nous avons Stéphane Cardin, directeur de la politique publique, et de Rogers Communications, Pam Densmore, vice-présidente câble réglementaire, et Susan Wheeler, vice-présidente médias réglementaires. Comme nous l'avons mentionné, vous avez jusqu'à 5 minutes. Je vais être un peu stricte parce que j'aimerais faire au moins 2 rondes de questions. Sur ce, ensuite, nous allons passer aux questions. Nous allons passer à la Fédération. Vous avez jusqu'à 5 minutes, s'il vous plaît. Et je crois que Madame Miss Hunt, c'est vous qui allez commencer. Vous pouvez me corriger sur la prononciation de votre nom. Oui, Amélie Heinz, simplement. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un très grand plaisir de pouvoir parler, de vous présenter les télévisions communautaires au pays. On est établi, en fait, dans tout le pays depuis plus de 50 ans. Au Québec, en particulier, il y a au-dessus de 40 télévisions communautaires autonomes réparties dans 14 des 17 régions administratives de la province. Il y en a 30 de plus dans le reste du Canada, donc on constate que finalement c'est très peu comparativement à ce qu'il y a au Québec. Il y en avait au-dessus de 300 dans les années 90, mais le manque de spécificité et de guidelines pour la télévision communautaire autonome a fait en sorte qu'ils sont disparus peu à peu au fil des modifications des lois du CRTC, entre autres. Nos télévisions produisent en moyenne 6 heures de programmation originale par semaine, dont le tiers est dédié à l'information, ce qui est quand même énorme. C'est 200 emplois à temps plein, 70 temps partiel contractuels et plus de 1500 bénévoles qui sont dédiés à la production locale. Les TV ont en général un budget qui varie entre 45 000 et 500 000 par année, donc c'est un très grand éventail. Au Québec, on a la chance d'être financé par le ministère de la Culture et des Communications, en plus de recevoir une partie des investissements qui sont faits dans les publicités gouvernementales. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au niveau du fédéral ni dans les autres provinces au niveau provincial. L'élément communautaire, c'est essentiel au système de radiodiffusion canadien. L'élément communautaire, c'est un des 3 piliers du système canadien avec l'élément privé et public. Puis on n'a plus que jamais aujourd'hui besoin d'un robuste système de radiodiffusion communautaire. Ça fait plusieurs années qu'on voit les salles de presse fermées, alors que les modèles d'affaires commerciales ont de la misère à s'adapter à la concurrence numérique, entre autres. Les communautés en dehors des grands centres sont abandonnées et deviennent des déserts médiatiques assez rapidement. Puis les études démontrent en fait clairement que le manque de représentation locale compromet la démocratie canadienne. Donc les radios communautaires, les radiodiffuseurs communautaires, nous on est là, on est des organismes locaux à but non lucratif créés par et pour les citoyens. Puis on s'assure en fait que les minorités, les populations locales aient accès aux plateformes d'expression traditionnelles et numériques, ce qui est très important. L'avantage des médias communautaires, c'est qu'ils font partie de la communauté, ils sont implantés à long terme, collaborent, offrent une visibilité aux entreprises, aux organismes communautaires, sportifs, aux artisans et aux artistes locaux, aux établissements d'enseignement et évidemment aux différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, local, provincial, fédéral, aux élus en fait qui n'auraient pas de voix dans les médias traditionnels nationaux ou régionaux. Le modèle communautaire, il est efficace, il est efficient et il est durable, puis on peut produire en fait beaucoup moins que ce qui est fait dans toutes les compagnies privées. On répond en fait à un besoin de programmation locale de la médiasphère canadienne. Puis on est très inclusif, on s'assure que les communautés locales aient une représentation et l'éducation et la formation, c'est aussi une des missions principales en fait de la télévision communautaire. Puis, pour réaliser cette mission-là, justement, on a besoin de plus de reconnaissance et de spécificité concernant notre rôle. Puis, c'est dans cette optique-là, en fait, qu'on a fait les différentes demandes de modification à la loi qu'on vous a présentées. Voilà. Merci beaucoup. Now we go to Netflix. Monsieur Cardin, pour 5 minutes, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, membres du comité, merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Last September marked En septembre dernier, Netflix a célébré son 10e anniversaire au Canada. Nous sommes reconnaissants qu'au cours de la dernière décennie, environ 7 millions de Canadiens nous aient accueillis dans leur foyer. Nous avons tourné notre première série au Canada en 2012 et notre activité n'a cessé de croître depuis. En 2017, nous avons signé un accord avec le gouvernement pour créer Netflix Canada, en vertu de la loi sur l'investissement au Canada, ce qui nous a permis d'embaucher directement des Canadiens. En retour, Netflix a pris des engagements substantiels, notamment celui d'investir un minimum de 500 millions de dollars sur 5 ans dans des activités de production à travers le pays. Le Canada est l'un de nos principaux pays de production au niveau mondial et depuis 2017, nous avons en fait investi plus de 2,5 milliards de dollars ici. Prendre nos séries et films originaux, nos collaborations avec des producteurs indépendants et des télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise, et nous continuons à acquérir des séries et des films, le plus récent étant le guide de la famille parfaite. Netflix contribue aussi à la vitalité et à la compétitivité de l'industrie audiovisuelle canadienne par l'allocation à long terme de plateaux de tournage, nos collaborations avec des studios d'animation et d'effets visuels qui sont des chefs de file dans leur domaine, ou les centaines de fournisseurs avec lesquels nous travaillons à travers le pays. And earlier this month, we shared great news. Au début du mois, nous avons annoncé une excellente nouvelle concernant notre projet d'ouvrir un bureau et d'engager un responsable du contenu au Canada. Netflix se réjouit d'élargir ses liens avec la communauté créative canadienne et de continuer à renforcer son travail et ses partenariats locaux. Notre bilan au cours de la dernière décennie est clair. Netflix est engagé au Canada. Notre message est tout aussi clair. Nous continuerons à faire connaître les histoires canadiennes au monde entier. Nous comprenons que les décideurs politiques doivent tenir compte de la nature des contributions de tous les acteurs de l'écosystème du divertissement au Canada, dans la mesure où le projet de loi C10 vise à créer un cadre flexible qui permettra au CRTC d'adapter les conditions de service appliquées aux entreprises en ligne et de reconnaître la diversité des contributions des services en ligne. Nous pensons qu'une telle approche est logique. Mais la simple imposition d'obligations réglementaires de radiodiffuseurs canadiens autorisés aux services de divertissement en ligne ne serait pas une approche appropriée pour garantir l'apport de ce secteur par ailleurs dynamique. Des services comme Netflix ne remplissent pas les mêmes rôles que les diffuseurs traditionnels et nous n'avons pas les mêmes stratégies de contenu. Nous de discuter davantage de ces questions au cours des audiences publiques du CRTC au moment opportun. Toutefois, nous tenons à vous faire part de notre préoccupation avec une approche visant à imposer une exigence de dépenses de programmation canadienne équivalente à 30% des revenus canadiens des services de divertissement vidéo en ligne. Une telle démarche ne créerait pas un terrain de jeu uniforme et ne serait ni juste ni équitable. Netflix ne souhaite pas obtenir de bénéfices réglementaires et nous n'offrons pas d'émissions de nouvelles et de sports en direct, soit les catégories qui permettent aux groupes de diffusion canadiens de satisfaire à la majorité de leurs obligations de dépenses. Canadian consumers have more entertainment options than ever. Les consommateurs canadiens ont plus d'options de divertissement que jamais. Un cadre réglementaire trop lourd pourrait entraîner une réduction des choix offerts aux Canadiens. À mesure que de nouveaux services mondiaux sont lancés, certains pourraient décider de ne pas entrer du tout sur le marché canadien, tandis que d'autres pourraient contourner la réglementation en fournissant leur contenu par l'intermédiaire d'un diffuseur canadien au lieu de s'installer ici. Indiquer son ambition de créer un secteur des communications de classe mondiale et a souligné l'importance de favoriser et de promouvoir la culture canadienne, de contribuer à la croissance économique et de protéger les intérêts des consommateurs canadiens. In order to achieve that ambition and build a... Afin de réaliser cette ambition et de construire un modèle bien équilibré tourné vers l'avenir et résilient, reconnaissons les contributions de chaque participant au système et permettons-leur de jouer sur leurs forces au profit des histoires des travailleurs et des consommateurs canadiens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Cardin. Je suis heureux de vous revoir. Merci pour votre témoignage. Maintenant, nous laissons la parole à Rogers Communications, Madame Dinsmore et Madame Wheeler. Puis-je voir qui souhaite commencer? Madame Dinsmore, vous avez jusqu'à 5 minutes. Merci.
Je crois que votre micro est en sourdine. Yes, please proceed. No, we're not hearing. We're not hearing you at this point. Do you want to check? Nous ne vous entendons pas. On ne vous entend pas. Voulez-vous vérifier sur votre écran si votre micro est branché, enfin votre appareil est branché sur votre casque d'écoute? Dites quelques mots. Bonjour. Voilà, on vous entend. Vous avez la parole. D'accord, Monsieur le Président, membre du comité. Vous m'entendez? Oui. Merci de nous avoir invités à discuter de C10. Je suis Ben Moore, je suis vice-présidente de Regulatory Cable et je suis accompagnée de Susan Wheeler, vice-présidente de B2B Distribution et Réglementation Rogers Sports et Médias. Chez Rogers, nous sommes déterminés à être à la pointe de l'innovation dans le domaine de la radiodiffusion ainsi qu'à célébrer et à amplifier la culture et l'identité canadienne. Nous fournissons des plateformes pour une diversité de voix et nous diffusons un riche contenu local qui engage les Canadiens dans tout le pays. Grâce à nos 54 stations de radio, 7 stations CTV, 5 stations de télévision multiculturelles et en langue tierce de marque Omni et notre service Omni régional, nous divertissons et informons les citoyens de Medicine Hat à Waterloo, de Gander à Victoria. Sur l'ensemble de notre réseau câblé en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, nous disposons de 30 chaînes de télévision communautaires qui offrent aux Canadiens une couverture des événements locaux et des questions communautaires dans les 2 langues officielles. Grâce à ces points de vente locaux et à nos chaînes Sportsnet, notre célébration de la communauté et du sport rassemble les Canadiens en transcendant le sexe, l'âge et l'origine ethnique. Nous nous félicitons des réformes proposées par le projet de loi C10 et invitons instamment tous les partis à œuvrer pour une adoption rapide du projet de loi, nonobstant les modifications qui pourraient être nécessaires. Nous pensons également qu'il faut faire davantage et rapidement pour remédier au chamboulement de l'écosystème médiatique canadien qui a mis les radiodiffuseurs privés du Canada dans une situation structurelle nettement désavantageuse. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de produire des programmes d'information nationaux et locaux qui jouent un rôle de plus en plus important pour la démocratie à mesure que les salles de rédaction se rétrécissent et que les désinformations prolifèrent sur de multiples plateformes. Avant tout, nous aimerions vous faire comprendre à quel point notre modèle commercial a changé depuis l'adoption de l'actuelle loi sur la radiodiffusion il y a 30 ans. Au cours de la dernière décennie, Internet a bouleversé l'économie de la radiodiffusion. Les concurrents numériques étrangers qui opèrent sans surveillance ni réglementation ont fait fondre les revenus, diviser les audiences et augmenter nos coûts d'exploitation. Les cadres législatifs et réglementaires régissant la radiodiffusion au Canada n'ont pas suivi le pas de ces changements. En fait, ils ont désavantagé les sociétés de radiodiffusion canadiennes qui sont en concurrence avec des services étrangers de diffusion en continu qui ne sont assujettis à aucun règlement pour faire face à cette réalité. Il semble que nous ayons perdu la connexion avec Mme Densmore. Je peux poursuivre. Allez-y, Mme Wheeler, donc. Nous avons 5 recommandations pour améliorer le projet de loi C10 et la directive politique du gouvernement au CRTC qui suivra la législation. Premièrement, inclure une disposition qui garantira l'équité réglementaire entre les entreprises canadiennes et les services étrangers de diffusion en continu. Le projet de loi C10 devrait ordonner au CRTC d'imposer des obligations comparables à tous les acteurs du secteur des médias qui tirent des revenus du système de radiodiffusion canadien. Il est essentiel que les sociétés de radiodiffusion canadiennes n'assument plus d'obligations que les géants technologiques basés aux États-Unis. Deuxièmement, il faut démanteler les silos réglementaires. Alors que les services américains de diffusion en continu sont considérés comme des entités uniques malgré leur rôle dans la création et la distribution de contenu, les organes de diffusion et de distribution de Rogers ne sont pas. Chacun est soumis à une série différente d'obligations réglementaires qui nous interdisent de faire évoluer nos modèles commerciaux et ne nous incitent pas à investir dans la création de contenu. Rogers souhaite que la loi donne au CRTC la flexibilité nécessaire pour réglementer nos divisions de radiodiffusion et de distribution en tant qu'entité singulière. Ça pourrait prendre la forme de conditions de service, comme l'a suggéré le CRTC dans son rapport Harnessing Change. Troisièmement, faire de la programmation et de l'information et des nouvelles locales une priorité. La loi devrait permettre aux radiodiffuseurs canadiens de donner la priorité sur toutes les autres émissions à la production d'émissions d'information.
Quatrièmement, éliminer les droits de licence de la partie 2 de la loi sur la radiodiffusion. Ces droits ne sont pas directement liés à la radiodiffusion et ne sont pas prélevés sur les services étrangers de diffusion en continu. Le projet de loi actuel propose de maintenir ces droits pour les diffuseurs canadiens tout en laissant les diffuseurs américains s'en tirer à bon compte et nous pensons que c'est injuste. Cinquièmement, prévoir des protections plus strictes pour lutter contre le vol de contenu en ligne. Si des mesures ne sont pas prises pour lutter contre la diffusion illégale de contenu en ligne, les objectifs et les débats autour de C10 n'auront aucun effet, car l'écosystème des contenus canadiens sera défaillant. Nous proposerons des amendements détaillés pour mettre en œuvre ces recommandations dans notre soumission écrite au comité. Merci pour votre temps. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'apprécie le temps que vous avez pris, Mme Dinsmore. J'espère que vous allez pouvoir revenir. Il semble que votre image soit revenue. Elle était gelée tout à l'heure. Voulez-vous faire une petite vérification du son? M'entendez-vous? Oui? Pouvez-vous dire quelques mots? Pouvez-vous m'entendre? Oui, c'est bon. Ça devrait aller. Alors, merci. Maintenant, nous allons commencer avec les questions. Monsieur Reyes, vous avez 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous les témoins pour votre présence aujourd'hui. Les premières questions vont s'adresser à M. Cardin de Netflix. M. Cardin, j'aimerais vous entendre par rapport à la volonté du gouvernement que des investissements de 25 à 45 là, si on fait une moyenne de 30 que le chiffre qui est lancé, soit réinvesti dans du contenu canadien. Et faire un lien un peu avec votre position, parce que je suis convaincu que vous avez parlé avec des intervenants haut placés au gouvernement pour essayer de comprendre cette donnée de 800 millions supposément qui serait réinvestie en contenu canadien. D'où provient ce calcul-là? On n'arrive malheureusement pas, malgré les multiples demandes, à avoir accès à cette information-là. Vous pensez quoi de tout ça, personnellement, comme entreprise? Merci pour votre question, M. Hayes. Comme on l'a dit dans notre introduction, nous appuyons le cadre flexible qui était proposé par le projet de loi C10 tel qu'il a été déposé le 3 novembre dernier. Toutefois, au moment du dépôt du projet de loi, évidemment dans certaines discussions que le ministère a eues, on a évoqué la possibilité que des obligations de dépenses canadiennes semblables à celles qui s'appliquent en ce moment aux télédiffuseurs canadiens, donc on parlait de 25 à 45 puissent être imposées sur les services de divertissement en ligne. Et nous, je le répète, on veut contribuer, on veut en faire davantage, mais de façon qui est juste et équitable. Et justement, compte tenu du fait que sur notre service, ce qu'on offre essentiellement, c'est du divertissement, des séries, des films, des documentaires de longue durée, des émissions de famille. On ne fait pas de nouvelles, on ne fait pas de sport. Donc, on considère tout simplement que les pourcentages qui ont été évoqués ne sont pas appropriés, ne sont pas justes et équitables. Je poursuivrai à travers ça. Vous avez annoncé le Netflix que vous avez investi 2,5 milliards en 2017 au Canada. Et là, si on calculera en pourcentage par rapport au revenu, ça serait plus que 30% d'après moi. Qu'est-ce qui fait que dans le calcul, vous semblez souligner que la façon que le gouvernement ou le CRTC fait le calcul ne rend pas justice à ce que vous, comme entreprise, vous faites comme investissement au Canada? Est-ce que c'est le modèle d'affaires qui est différent, qui est nouveau, et justement, c'est dit de en tenir compte, ou c'est une mauvaise compréhension de la part de votre réalité de la réalité des radiodiffuseurs conventionnels versus le numérique? Je pense que la difficulté principale, c'est tout simplement la définition de production canadienne, parce qu'en ce moment, prenons l'exemple comme notre long métrage Jusqu'au déclin, qui a été tourné dans les Laurentides, à l'entier, scénarisé, réalisé par un Québécois avec une équipe de tournage entièrement québécoise, où toute la distribution est québécoise. Et un projet comme celui-là ne se qualifie pas à titre de production canadienne, compte tenu que Netflix l'a financé en totalité.
Donc, ce n'est pas seulement une question du pourcentage, mais c'est ce sur quoi ce pourcentage serait appliqué. Et je pense que le projet de loi, c'était justement dans les éléments qui devaient l'accompagner à ce qu'on attend au niveau de ce que le gouvernement a indiqué au niveau de la directive de politique ou les instructions au CRTC pourraient contenir une révision des paramètres qui qualifient le contenu comme étant du contenu canadien. Donc, si je comprends bien, admettons que les règles et paramètres faisant en sorte que ce que vous investissez au Canada serait calculé comme du contenu canadien, étant donné que vous investissez dans toute la part complète au Canada, au Québec, dans n'importe quelle des provinces, ça serait déjà plus équitable, de ce que je comprends. Ce serait déjà plus équitable, et comme je vous disais également, je pense que la prémisse de base du projet de loi de C10, c'est de reconnaître les différences entre différents types de services et d'imposer des obligations qui tiennent compte de la nature spécifique de ces services. Alors, encore une fois, entre un service de divertissement en ligne et un groupe de diffusion qui a une beaucoup plus vaste gamme de programmation, incluant, donc, comme je le disais, des informations et du sport, il faut tout simplement que ce soit équitable de ce côté-là. Parfait. Quelle est votre position à l'égard de ce qu'on entend beaucoup, le fait que les services étrangers devraient être facturés au niveau de la TPS des véhicules très bientôt? Quelle est la position de Netflix par rapport à ça? Nous, on a collaboré avec le gouvernement du Québec dès le premier jour, quand ils nous ont demandé de collecter et de remettre la taxe de vente. On le fait également avec le gouvernement de la Saskatchewan. On va le faire avec le gouvernement de la Colombie-Britannique à partir du 1er avril et au niveau de la taxe de vente fédérale à partir du 1er juillet prochain. Parfait, merci beaucoup. Dernière question pour vous. Dans le projet de loi C10, il y avait beaucoup d'attentes par rapport au rapport Yale. Le gouvernement a décidé de pousser ça en avant, de ne pas l'adresser dans C10, ce qui fait que les grands réseaux sociaux, Facebook, Google, ne sont pas de compte. Eux ont accès à plusieurs sources de revenus. Vous nous expliquez un peu votre situation à vous versus vos revenus qui proviennent des abonnements versus les autres compétiteurs ou encore d'autres entreprises avec des cadres financiers différents. Nous, notre modèle d'affaires est très simple. On a une seule source de revenus, c'est les abonnements qu'on reçoit des 7 millions de foyers canadiens qui nous accueillent dans leur domicile. Donc, on ne vend pas de publicité. Donc, essentiellement, pour nous, le calcul de notre modèle de revenus est vraiment simple et limpide. Merci. Dernière question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Reyes. Merci beaucoup, M. Cardin. Ms. Ian, we go to the Liberals now for 6. Madame Ian, nous allons aux libéraux pour 6 minutes maintenant. Merci, monsieur le Président, et merci aux témoins de se joindre à nous aujourd'hui. Madame Hintz, question à vous. 15 ans dans l'espace indépendant, vous avez parlé de l'importance de la programmation communautaire. Pouvez-vous nous dire quel type de représentation vous aimeriez voir par rapport à la diffusion locale que vous ne voyez pas en ce moment dans le projet de loi? Merci pour votre question. En fait, ce qui est absent de ce projet de loi-là, c'est la présence de l'élément communautaire dans un peu partout. Donc, premièrement, dans les définitions, contrairement aux radios communautaires, les télévisions communautaires ont très peu de définitions, et il y a un amalgame entre la télévision communautaire autonome, qui est représentée par ma collègue Cathy Edwards, et la télévision communautaire, propriété de câbles distributeurs. Et ça fait en sorte qu'en fait, on est lié à un câble distributeur, donc on n'a pas accès aux autres sources de diffusion, donc en ligne. Et puisque le projet de loi actuel veut justement faire entrer les diffuseurs en ligne dans le projet de loi, c'est important qu'il y ait une bonne définition de la télévision communautaire, de l'élément communautaire, pour qu'on puisse nous aussi faire partie des nouveaux diffuseurs en ligne. Et puisque ça va découler de ça, finalement, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ms. Ian, thanks for the question. Yeah, Merci pour la question. Comme Mme Hans l'a dit,
Et comme on le mentionne dans notre mémoire, eh bien, le Canada et le Québec s'entendent là-dessus. On voudrait une définition claire. Il n'y a rien actuellement dans le projet de loi par rapport... il n'y a pas de définition quant à la télévision communautaire. On voudrait une définition du sans but lucratif. On voudrait une définition sur le rôle des médias alternatifs. Et cela décrit ce que nous faisons. Nous servons les minorités, les groupes spécialisés, ceux qui ne sont pas desservis par les médias grand public. Il faut avoir... Nous ne sommes même pas mentionnés dans le rapport hier. Nous sommes dans une sorte de vide. Nous avons suggéré certaines modifications, l'ajout de certains libellés pour expliquer ce que nous faisons par rapport aux groupes autochtones, par exemple. C'est par l'entremise des médias communautaires que vous allez atteindre les communautés autochtones. On entraîne les groupes à faire leur propre contenu. Donc, on peut ajouter certaines phrases pour répondre à certains problèmes, notamment en ce qui concerne l'inclusivité et le contenu local. Merci beaucoup à toutes les deux. Maintenant, j'aimerais passer à M. Cardin, si possible. M. Cardin, vous disiez que Netflix s'engage au Canada, raconte des histoires canadiennes au monde, mais comme nous l'avons entendu et vu aujourd'hui, le système de points qui détermine ce qu'est le contenu canadien ou qu'est-ce qui est du contenu canadien ne fonctionne pas toujours très bien. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos suggestions pour améliorer ce système? Merci pour votre question, Mme Yen. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la préoccupation que nous avons est la suivante. Même lorsque les postes de création sont détenus par les Canadiens sur les productions, il y a toujours un autre élément, celui du financement et de la propriété. Ce qui empêche une production d'être certifiée comme étant canadienne, même lorsque 6, 8 ou 10 postes de création sont détenus par des Canadiens. D'autres auront soulevé des préoccupations par rapport au système de points. La question de la certification doit être holistique. Il faut faire une révision holistique du contenu. C'est ce que nous aimerions voir. Et c'est ce que nous avions vu lorsque le ministère du patrimoine canadien avait déposé ses premiers documents.